Bonjour. Avant de commencer, je veux préciser que je suis une personne autiste. Je ne suis ni une intervenante ni une chercheuse. Alors mon opinion elle va être basée sur l'expérience de vie de milliers de personnes autistes avec qui je suis en contact direct ou dont j'ai lu les publications. Ma conférence elle sera divisée en 4 sections. En premier, je parlerai des impacts positifs des écrans. Puis, je vais parler des impacts négatifs des écrans. Ensuite, je vais parler de comment évaluer la situation quand on trouve que la personne utilise trop les écrans. Et finalement, de comment aider la personne autiste. Si ça vous intéresse, le texte de ma conférence comprend aussi une section bonus à propos de comment aider les proches de la personne autiste. Et il sera disponible sur mon blog. Les écrans peuvent améliorer grandement la qualité de vie des personnes autistes. Je vais commencer par vous présenter toutes sortes de façons dont les écrans peuvent être utilisés pour pallier au déficit de la personne. Les personnes autistes ont des profils cognitifs qui sont diversifiés, mais elles ont en commun que leur fonctionnement cognitif leur cause des situations de handicap. On retrouve chez les personnes autistes, et ça tout au long de leur vie, des déficits au niveau de la mémoire de fonctionnement, de la planification, de l'organisation, de l'orientation dans le temps ou dans l'espace, des difficultés à effectuer des transitions, à contrôler l'attention, à la résolution de problèmes, au raisonnement, à initier des tâches et à les compléter, au contrôle et à la régulation de ses émotions et toutes sortes d'autres fonctions exécutives. Les personnes autistes sont aussi plus susceptibles d'avoir des troubles en 10, par exemple la dyslexie. Je suis d'une génération qui a grandi sans les écrans. Et je peux témoigner que l'arrivée des écrans et leur constante miniaturisation, ça m'a donné une plus grande autonomie. Parce que comme beaucoup de personnes autistes, j'utilise constamment plusieurs logiciels pour pallier à mes déficits cognitifs. Les jeux vidéo sont aussi des puissants outils avec les personnes autistes, parce que le jeu, ça peut contribuer à développer les capacités cognitives. Par exemple, un jeu vidéo comme Minecraft, ça comporte d'innombrables situations où il faut faire preuve de capacités comme planifier, organiser, utiliser des méthodes de résolution de problèmes ou passer rapidement d'une tâche à une autre, par exemple quand un zombie décide de vous attaquer pendant que vous construisiez une maison. Les écrans offrent des possibilités dont les générations précédentes pouvaient seulement rêver. Et c'est particulièrement vrai au niveau des méthodes de communication alternatives et augmentatives, ce qu'on appelle l'AAC. Bien sûr, il y a les logiciels de synthèse vocale basés sur des pictogrammes ou un alphabet, mais il y a toutes sortes d'autres opportunités. Par exemple, beaucoup de personnes autistes qu'on dit verbales ont en fait énormément de difficultés à exprimer leurs pensées et leurs émotions verbalement. J'en fais partie. Auparavant, ces personnes, elles avaient accès à aucun outil pour les aider à s'exprimer. Aujourd'hui, dans les communications entre personnes autistes, on voit constamment des émoticônes, des photos, des dessins à main levée, des mèmes, des extraits vidéo ou sonores, et tout ça, c'est utilisé pour exprimer les pensées et les émotions. Et même les personnes neurotypiques, elles utilisent régulièrement ces nouvelles formes de communication alternative augmentative. Et ça rend ces formes-là plus efficaces pour la personne en situation de handicap que les formes plus traditionnelles d'AAC, parce que les nouvelles formes d'AAC, elles sont connues du grand public. À cause de notre mode de pensée qui est très concret et couplé à nos difficultés parfois non diagnostiquées au niveau de la compréhension verbale, il peut être nécessaire ou bénéfique d'utiliser des méthodes d'apprentissage qui font pas appel à la compréhension du langage. Et les écrans, ils nous offrent des multiples possibilités d'apprentissage sans communication verbale. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai appris beaucoup moins en écoutant mes professeurs en classe que tout ce que j'ai appris en feuilletant des livres avec des titres comme « Comment c'est fabriqué », des encyclopédies illustrées, des bandes dessinées, etc.
Internet aujourd'hui nous donne accès à des documents qui sont stockés dans des milliers de bibliothèques partout dans le monde, en plus d'une infinité de vidéos et de tutoriels. Les jeux électroniques peuvent aussi apprendre des choses aux joueurs. Par exemple, que l'autre n'a pas nécessairement la même perspective que toi. Par exemple, si on joue ensemble au même jeu, on peut voir concrètement sur l'écran de l'autre joueur que son champ de vision est différent du mien. Dans un deuxième temps, si je regarde une autre personne jouer au même jeu, ça me permet de constater que l'autre joueur utilise des stratégies différentes face à un même problème. Lui, le zombie, il le tue avec son arc au lieu d'avec l'épée. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. Ce type de constatation-là, ça peut donc s'effectuer grâce au jeu, même en l'absence totale de compréhension du langage. Il y a bien des gens qui croient que l'utilisation d'une réalité parallèle par les personnes autistes pour faciliter leurs interactions sociales, c'est apparu avec les environnements virtuels. Mais je vais vous amener un court voyage dans le temps. Quand j'étudiais à l'école secondaire au cégep, c'était dans les années 1990, à chaque moment de pause, on pouvait trouver des personnes qui avaient toutes les caractéristiques autistiques, qui jouaient à Donjons et Dragons, avec des cartes et des dés. Ces personnes-là étaient totalement absorbées dans leur univers parallèle. Ils en parlaient toute la journée, ils fréquentaient seulement d'autres joueurs de Donjons et Dragons. Aujourd'hui, ce type de personnes-là, elle joue à des jeux vidéo. Quand j'ai occupé mon premier emploi d'adulte, je voulais être amie avec mes collègues de travail. Mais j'avais aucune idée de comment y parvenir. Et il y avait une partie des hommes qui jouaient à des jeux vidéo pendant la pause du midi. Via les jeux, j'ai développé de la camaraderie avec eux. Et quand j'ai eu des difficultés au travail à cause de mes caractéristiques autistiques, ces camarades-là, ils m'ont supporté et ils m'ont même défendu dans plusieurs situations. Jouer avec mes collègues, ça m'a appris entre autres à m'intéresser à ce qui intéresse l'autre personne et à savoir faire du bavardage. Et ça, ce sont deux habiletés qui sont essentielles si tu veux survivre dans un environnement de travail. Les jeux de rôle, eux, m'ont enseigné qu'il existe des types de personnes et que si j'apprends à repérer les types de personnes et à connaître les caractéristiques de chaque type, je peux plus facilement développer des scripts d'interaction qui sont adaptés à chacun des types. Et cet apprentissage-là m'a rendu énormément plus apte aux interactions sociales harmonieuses. Dans le jeu, il suffit d'adopter tel comportement avec l'elfe et tel comportement avec le magicien. Dans la réalité, il suffit d'adopter tel comportement avec le collègue qui a des traits de personnalité limite et tel comportement avec le patron qui a des traits de personnalité narcissique. Après, mes lectures de livres de psychologie m'ont permis d'étoffer mes types de personnes et mes scripts d'interaction en comprenant mieux leur mode de perception, de raisonnement et de ressenti émotif pour chacun des types de personnes. Grâce à tout ça, je suis devenue une excellente autiste caméléon. J'ai développé une grande habileté à jouer des personnages qui conviennent aux divers types de personnes. Des personnages qui ne heurtent pas leur sensibilité et donc qui déclenchent pas leur mécanisme de défense psychologique. Par contre, il y a de nombreux et sérieux désavantages à passer sa vie à jouer des personnages. Entre autres, ça entraîne beaucoup de fatigue. T'as l'impression d'être personne. T'es déconnecté avec tes émotions. Et il y a une absence de relation authentique. T'es jamais vraiment aimé pour qui tu es, mais pour tes personnages. Remarquez-vous ici des supposés traits autistiques? Ce ne sont pas des caractéristiques intrinsèques à la personne autiste, tout ça. C'est plutôt un mécanisme de défense pour compenser nos déficits, et plus particulièrement le déficit de cohérence centrale. C'est ce que Brigitte Harrison décrit comme l'incapacité du cerveau autiste à traiter automatiquement les informations. Et ça oblige la personne autiste à traiter les informations manuellement, et ça entraîne une lenteur de traitement. Et cette lenteur-là, elle empêche la personne de pouvoir réagir assez vite pendant les interactions sociales pour pouvoir se comporter d'une manière qui serait spontanée. Les autistes caméléons, comme moi, réussissent à contourner leur lenteur par l'utilisation de scripts d'interaction. Ils ont l'air minimalement compétents au niveau des interactions sociales, même s'ils font beaucoup de gaffes.
Il y a d'autres personnes autistes, que j'appelle, moi, les autistes hippopotames. Les autistes hippopotames, ils parviennent pas à jouer la comédie, à cause de leur cocktail d'anomalies sensorielles et de déficits cognitifs. Et donc, les autistes hippopotames, ils ne réussissent pas du tout à répondre aux normes d'interaction neurotypiques. Et on dit d'eux qu'ils sont totalement incompétents socialement. Pourtant, autant dans le cas de l'autiste caméléon que dans le cas de l'autiste hippopotame, on ne peut pas savoir si la personne est compétente au niveau social. Parce qu'elle n'a même pas l'opportunité de tester sa compétence sociale, parce que elle n'arrive pas à traiter les informations assez rapidement pour pouvoir être en relation au sens neurotypique du terme. Les personnes autistes prennent part à des environnements virtuels parce que les environnements virtuels leur apportent de la sécurité et du bien-être. Et ça, c'est deux sentiments qu'elles ne réussissent pas à ressentir dans le monde réel. Quand un être humain ne s'en sent pas en sécurité dans un environnement, qu'est-ce qu'il fait? Il se méfie, il s'isole et il se protège du danger. Et ça, c'est peu importe que le danger soit réel ou perçu, c'est pareil. Les personnes autistes peuvent avoir des anomalies au niveau de chacun de leurs sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, mais aussi la proprioception, l'équilibre, la thermoception, la nociception et l'interoception. Et ces anomalies sensorielles, elles peuvent être soit une hypersensibilité, soit une hyposensibilité, soit de la synesthésie, c'est-à-dire des interactions entre les perceptions de deux sens, ou du bruit blanc, c'est-à-dire des interférences. Et plusieurs de ces anomalies-là peuvent coexister pour chacun des sens. Et chaque sens peut avoir un cocktail d'anomalies différent des autres sens. Imaginez à quel point la perception de la réalité d'une personne autiste peut différer de votre perception du monde. Quand on a une hypersensibilité à un stimulus sensoriel, on se sent agressé. Et c'est vraiment comparable à la douleur comme sensation, parce que autant la douleur que la surcharge sensorielle, ça cause une détresse physique, émotive et cognitive. Les personnes autistes trouvent souvent dans les environnements virtuels la possibilité de configurer l'environnement en fonction de leurs besoins. Ce qui est bien sûr impossible dans le monde réel. Le monde réel, on n'a pas d'autre choix que le subir. Bien sûr, je peux porter des bouchons ou un casque pour diminuer le niveau sonore dans le monde réel, mais je dois les enlever quand j'ai des otites, quand il fait trop chaud, quand j'ai mal à la tête, etc. Alors qu'avec les environnements virtuels, je peux ajuster le niveau sonore comme il me convient et gabrer à 0. Connaissez-vous la technique de torture qui consiste à priver la personne de tout stimuli sensoriel? Notre cerveau tolère très mal l'absence de stimuli sensoriels. Les personnes qui ont une hyposensibilité prononcée, elles vivent cet inconfort-là au quotidien. Alors, elles recherchent des sensations fortes pour compenser le manque de stimulation reçue. Et le rythme rapide et la richesse visuelle des jeux vidéo, ils peuvent être une bonne source de stimulation et ainsi apaiser le cerveau de la personne. Notre mode de pensée axé sur les détails implique que nous devons observer et analyser consciemment chaque détail d'une situation avant de pouvoir nous faire une idée d'ensemble et donc aussi avant d'être capable de réagir à la situation. Le monde réel étant totalement imprévisible parce qu'il est chaotique, beaucoup de personnes autistes s'y sentent en danger perpétuel. Les environnements virtuels, eux, sont plus prévisibles. Vous pouvez planifier comment vous allez réagir quand le zombie va vous attaquer. Les autistes caméléons ont des scripts d'interaction pour chacune des situations qu'elles ont déjà vécues, observées ou anticipées. Mais la vie réelle est ainsi faite que, malgré 44 années passées à créer et à parfaire des centaines de scripts d'interaction, chaque jour, je me retrouve face à des nouvelles situations pour lesquelles je n'ai aucun moyen de réagir sur le champ à cause de mes déficits cognitifs. Bien des personnes autistes ont des intérêts différents des intérêts de leurs proches. On leur rappelle continuellement que leurs intérêts sont anormaux. Les humains ont naturellement un sentiment d'aversion envers tout ce qui leur semble étrange. C'est normal.
Le sentiment d'aversion s'entraîne des réactions comme s'éloigner de la personne, la ridiculiser ou la stigmatiser. La personne qui est ainsi exclue du groupe, se sent en danger. Elle s'en rend compte que les autres ressentent soit du dédain, de la peur, de la haine envers elle à cause de son étrangeté. Et d'ailleurs, là, son étrangeté, c'est pas seulement lié à ses intérêts. Son entourage, il ressent de l'aversion par rapport à toutes sortes de choses. Sa manière de réfléchir, sa manière de percevoir l'environnement physique, son habillement, ses postures et toutes sortes d'autres choses qui sont directement liées aux caractéristiques neurologiques de la personne autiste. La personne autiste, elle vit constamment dans un milieu où elle ne comprend rien aux normes et donc non seulement elle effraie les autres, mais les autres aussi l'effraient. Et nous aussi, on a besoin de ressentir que nous appartenons à un groupe dans lequel nous sommes considérés comme des gens compatibles et normaux. Alors Internet, ça nous a permis de trouver plus facilement des groupes de gens qui partagent nos intérêts et former des communautés dans lesquelles les normes sociales autistes sont considérées normales. Toutes les personnes ont besoin de se sentir compétentes. Tout le monde veut comprendre, connaître. En tant que personne autiste, on se fait répéter sans arrêt, et ça, autant par nos proches, que par nos enseignants, que par nos employeurs, que par nos intervenants, que on est insuffisant, que nous sommes pas assez compétents, que nous ne comprenons pas, que nous sommes ignorants, et j'en passe. Alors lorsque la personne autiste, elle réussit à être compétente à jouer un jeu, ça se peut que c'est le seul domaine de sa vie dans lequel il y a enfin quelqu'un qui lui dit qu'elle est savante et compétente. Et bien sûr, jouer à un jeu ou regarder une vidéo agréable, ça permet de vivre un moment joyeux ou relaxant, et tout le monde a besoin de s'amuser et de relaxer. Mais je dirais que les personnes autistes ont encore plus besoin de moments de détente. Parce que nos anomalies sensorielles, nos déficits cognitifs, nos difficultés au niveau de la communication et des interactions sociales, tout ça s'entraîne l'accumulation de beaucoup plus de tension que chez une personne neurotypique. Cette accumulation de tension est souvent invisible pour notre entourage. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à contenir et que survienne un effondrement autistique. Là, ça devient très visible. Alors, les moments de détente dans un environnement qui répond aux besoins sensoriels de la personne autiste, ils sont nécessaires. Ça permet d'évacuer les tensions accumulées et donc de prévenir les effondrements autistiques, ou bien, en tout cas, au moins d'en limiter la fréquence, la durée ou l'intensité. Évacuer les tensions, ça permet aussi à la personne autiste de retrouver assez de disponibilité cognitive et affective pour qu'elle puisse interagir avec vous. Je vais maintenant passer aux impacts négatifs des écrans. Commençons par parler des risques qui sont liés à la fatigue physique ou sensorielle. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont au moins une hypersensibilité sur un de leurs sens. Quand la personne autiste participe dans un environnement virtuel qui sollicite son sens hypersensible, elle peut se retrouver en surcharge sensorielle très rapidement. La surcharge sensorielle va à son tour causer une grande fatigue physique. En plus de ça, certains joueurs empiètent sur leurs heures de sommeil pour pouvoir jouer davantage. Et les personnes autistes ont déjà des difficultés avec le sommeil, alors elles doivent vraiment profiter de leur fenêtre de sommeil naturelle. Une surcharge cognitive peut aussi être causée par un jeu qui interfère avec un de nos déficits cognitifs. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ne s'aperçoivent pas qu'elles sont en train de se fatiguer. Elles vont s'en apercevoir seulement quand elles sont complètement épuisées. Et en plus, nous avons de la difficulté à effectuer des transitions, par exemple à changer de tâche ou à changer d'activité. Et en particulier, nous avons de la difficulté à trouver un point d'arrêt dans un processus qui n'a pas de fin. Par exemple, si je joue à Minecraft, il n'y a pas de fin dans Minecraft, on peut jouer à l'infini. Alors c'est souvent impossible pour moi de trouver un point d'arrêt. Étant donné qu'en plus je ne perçois pas le passage du temps, j'ai pas le choix, je dois utiliser une minuterie quand je joue à Minecraft.
La personne autiste qui a une relation épuisante et douloureuse avec l'environnement autant physique que l'environnement humain, bien sûr qu'elle est à risque de vouloir fuir la réalité. Et les environnements virtuels sont beaucoup plus attrayants pour cette personne. Ils peuvent même devenir les seuls environnements qui lui causent pas un niveau de souffrance insupportable, et donc ça se peut que ce soit les seuls environnements qui ont de l'attrait pour cette personne-là. Pour aider la personne autiste, c'est nécessaire de comprendre ses besoins et d'y répondre. Dans cette optique, je vais vous présenter un processus d'évaluation de la situation dans sa globalité en 4 étapes. La première étape, c'est de comprendre le style d'attachement distinctif de certaines personnes autistes. La deuxième étape, c'est d'évaluer s'il s'agit d'une dépendance ou d'une stratégie adaptative. La troisième étape, c'est d'évaluer les besoins et les attentes de la personne autiste. La quatrième étape, c'est d'évaluer les besoins et les attentes des proches de la personne autiste. Les personnes neurotypiques sont habituées à ce que, en général, les autres répondent tant bien que mal à leurs attentes. Pas nous, malheureusement. Beaucoup d'autistes vivent un phénomène précis. Leurs besoins ne sont pas compris par l'entourage. Dès le plus jeune âge, un bébé autiste, un bambin autiste, un enfant autiste ou un ado autiste, il peut en venir à la conclusion qu'il n'y aura jamais personne qui va répondre à ses besoins. Par exemple, quand j'étais bébé, je hurlais quand on essayait de me prendre et de me cajoler, parce que le toucher, c'est très problématique pour moi. Mais d'après vous, qu'est-ce que mes parents neurotypiques faisaient pour me calmer? Ils essayaient encore plus de me cajoler pour me réconforter. L'absence de réponse aux besoins du bébé autiste, ou pire, les agressions ressenties, comme quand mes parents essayaient de me cajoler, ça engendre une absence de lien d'attachement au donneur de soins qui est fréquemment décrite par les adultes autistes. Il y a beaucoup d'adultes autistes qui parlent de leurs parents comme de personnes attribuées à leurs soins, au lieu d'en parler comme d'une personne avec qui elles auraient un lien affectif, de confiance. Pour développer un lien d'attachement avec son donneur de soins, le bébé doit ressentir que le parent répond à ses besoins efficacement et rapidement. Quand le parent répond pas adéquatement aux besoins de l'enfant parce que l'enfant est d'un neurotype différent et que le parent, il a juste pas, c'est pas de sa faute, il a juste pas la capacité d'imaginer le ressenti de son bébé. Le bébé, il se fait l'idée que le monde, c'est un endroit dangereux et que la souffrance va être perpétuelle puisque personne ne va l'aider. Alors, sans développement de ce premier lien de confiance, il y a beaucoup de personnes autistes qui sont très peu motivées de développer des relations. Et comme elles sont inadéquates socialement parce qu'elles ne comprennent rien aux normes relationnelles neurotypiques, elles deviennent souvent victimes d'exclusion du groupe ou même de violence. Et bien sûr, ça renforce leur croyance que les relations n'ont qu'une utilité et qu'elles sont source de souffrance. Enlever les jeux vidéo à une personne qui est coincée dans une pareille souffrance, ça va pas lui donner envie d'aller vers les autres. Quand une personne autiste est rendue à ce point-là, il faut que ce soit les autres qui fassent les premiers pas et qui démontrent à la personne autiste que la relation peut être source de réassurance, de bien-être et de réponse aux besoins de la personne autiste. Ensuite, la personne autiste, elle va s'ouvrir. Ses mécanismes de défense, ils seront plus nécessaires puisqu'il y aura plus de danger. Bien sûr, il y en a des personnes autistes qui ont développé un lien d'attachement solide et positif avec leurs parents. Mais aujourd'hui, je trouve utile que les intervenants soient sensibilisés au fait que même un parent qui est bienveillant, ça se peut que par pure ignorance des besoins spécifiques à son enfant, il a fait en sorte que son enfant il a ressenti ses interventions comme des agressions ou qu'il a ressenti l'absence de réponse à ses besoins comme de l'abandon. Vous devriez toujours prendre le temps d'évaluer s'il s'agit vraiment d'une dépendance ou s'il s'agirait pas plutôt d'une stratégie adaptative. Bien sûr, la stratégie peut être bénéfique ou nuisible, mais c'est quand même à différencier d'une addiction. Les personnes autistes sont pas à l'abri de développer une dépendance en bonne et due forme. Il y a certaines personnes autistes qui peuvent devenir dépendantes aux sensations de plaisir, de pouvoir, de risque contrôlé et toutes les autres sensations fortes que procurent certains jeux vidéo. Mais est-ce qu'on peut dire
qu'une personne autiste qui joue à un jeu vidéo pour pallier à ses déficits, pour ressentir un moment de sécurité dans sa journée, pour apprendre à socialiser avec ses collègues de travail, pour se sentir compétente, pour se détendre dans le but d'éviter un effondrement artistique. Est-ce qu'on peut vraiment dire que cette personne-là est en situation de dépendance par rapport à son jeu? Ou est-ce que c'est pas plutôt une stratégie adaptative? Même si cette stratégie adaptative, elle peut parfois devenir nuisible. Par exemple, si c'est la seule stratégie que la personne elle utilise, c'est pas terrible. Quand un professionnel neurotypique évalue une personne autiste, il peut pas se contenter d'observer les signes extérieurs. Parce que souvent, un même signe extérieur peut avoir une cause complètement différente chez la personne autiste. Par exemple, ça se peut que pour la personne autiste, le jeu, ça soit juste une forme de stéréotypie. Parce que les mouvements répétitifs dans un jeu, ça peut être semblable à jouer avec un jouet sensoriel. L'isolement dans un environnement virtuel, ça peut être causé aussi par l'absence d'espoir face à l'absence de futur. Ça peut donc être une fuite d'un monde qui propose rien aux autistes. Les autistes sont à 90% sans emploi stable, sans logement acceptable, pas d'amitié, pas d'amour, pas de sexualité, pas de possibilité de réaliser aucun de tes projets finalement. Ça peut aussi être lié à la détresse causée par des années à endurer un environnement qui te cause des situations insupportables à cause des anomalies sensorielles. Donc, si on améliore la qualité des relations interpersonnelles, si on ouvre un avenir pour la personne et si on trouve des solutions à ses déficits cognitifs et à ses anomalies sensorielles, ben la personne, elle va sortir de sa fuite tout naturellement parce qu'elle aura plus besoin de fuir la réalité pour survivre émotionnellement. Il y a personne qui est capable de supporter l'insupportable. N'importe quelle personne qui vit continuellement dans l'inconfort, dans la douleur, dans le rejet social, dans la culpabilisation, dans les traumatismes en tout genre, mais c'est sûr qu'elle va chercher un moyen de s'évader de la réalité. Et aussi, toute personne qui obtient de la reconnaissance et de l'appréciation seulement dans une sphère de sa vie, ben elle va naturellement consacrer la majorité de son temps et de ses efforts à cette sphère-là. Il faut garder en tête que jouer à des jeux vidéo, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Ça peut même constituer une stratégie d'adaptation viable sur le long terme. C'est sûr qu'il y a un risque qu'un jeune qui utilise les jeux vidéo cristallise cette stratégie-là comme sa seule stratégie disponible. Et donc, si vous constatez qu'une personne autiste a aucune autre stratégie que le jeu vidéo pour faire face à ses difficultés, mais c'est tout à fait correct de tirer la conclusion que ça serait souhaitable que la personne ait accès à un plus large éventail de solutions, de stratégies, d'accommodements. Parlons maintenant de l'évaluation des besoins de la personne autiste. Et attention, ici je fais référence vraiment aux besoins de la personne autiste, pas à votre besoin de parent de recevoir de l'affection, de recevoir de la reconnaissance de votre enfant. Pour évaluer les besoins de la personne autiste, vous devez d'abord apprendre à la connaître. Quelles sont ses ambitions, ses rêves, ses projets? Qu'est-ce qui l'intéresse? Quelles sont ses valeurs? Bref, tout ce qui apporte du sens à sa vie. Et ça, c'est pas facile à accomplir avec les autistes caméléons. Parce que les autistes caméléons, ils ont même plus aucune idée de qui ils sont. Ils ont joué tellement de personnages que leurs intérêts, valeurs, projets, tout ça c'est fragmenté, c'est déconnecté de leur personne et lié avec chacun de leurs personnages. Et c'est tout un travail d'aider ces personnes-là à réapprendre à se connaître, à démêler leurs personnages de leur personne. Mais c'est nécessaire de faire ce travail-là avant même que vous puissiez déterminer les besoins de la personne. Il peut aussi être difficile de départager les besoins réels de la personne autiste de ses mécanismes de défense. L'autiste caméléon qui ne réussit pas à avoir des relations significatives parce qu'il joue un personnage, il a quand même besoin de relations significatives comme tous les humains. Mais ça se peut qu'il est tellement meurtri par des années ou des décennies de rejet de sa personne qu'il va vous dire qu'il n'a pas besoin de relations avec des humains. J'ai déjà été dans ce triste état et j'étais profondément convaincue que j'avais pas besoin de relations.
En fait, c'était parce que les relations m'apportaient seulement de la souffrance. À partir du moment où j'en ai connu des relations positives et significatives, j'ai plus jamais pensé que j'avais pas besoin de relations humaines. L'adolescent a généralement des difficultés relationnelles avec ses parents, peu importe son neurotype. D'après mes observations et les témoignages de nombreux adultes autistes, et même certaines études, les adultes autistes maturent plus lentement au niveau socio-affectif que les neurotypiques. Donc, même si un jeune autiste de 25 ans parle pas à ses parents, j'écarterais pas parmi les causes possibles que ce soit encore une question de crise d'adolescence. Souvent, ça devient plus tendu avec un ado autiste, comme avec tous les ados. Et aussi, comme dans toute relation où il y a une tension, les deux personnes recourent à leur mécanisme de défense psychologique. Et quand on est en mode défensif, on est moins porté à se demander pourquoi l'autre agit comme il agit ou à vérifier avec lui. Le parent tient pour acquis que le jeune il agit comme il agit par méchanceté, par opposition ou autre chose. Et le parent, il est épuisé, il est frustré et la relation avec le jeune va se dégrader. Et contrairement à la croyance populaire, les autistes sont en général particulièrement sensibles aux émotions des autres. Et quand nous sentons que l'autre est méfiant, qu'il est en colère ou toute autre émotion négative, ça nous effraie littéralement et donc ça enclenche nos mécanismes de défense psychologique. Les proches et les intervenants neurotypiques font souvent des erreurs d'attribution d'intention. Mais la personne autiste peut avoir des motivations très différentes des vôtres. Par exemple, ça se peut qu'elle refuse de se laver parce que les milliers de gouttes d'eau de la douche sont autant de coups de poignard pour elle. Et pas parce que elle veut s'opposer à l'ordre d'aller se laver. D'autres fois, la personne autiste, elle est pas en mesure de comprendre quelque chose qui semble tellement évident pour les autres que personne lui a expliqué et même si elle le demande, on lui dit « Ben, tu sais bien, voyons ». Je rencontre souvent des parents qui conçoivent la relation parent-enfant comme étant du type 1+1=1. Ces parents projettent leurs besoins sur leurs enfants. Par exemple, leurs besoins de réussite professionnelle, de statut social, de posséder une maison, d'avoir des enfants. Ça peut être difficile d'évaluer les besoins des proches parce qu'il faut d'abord les aider à démêler leurs besoins des besoins de la personne autiste et les amener à constater qu'ils projettent leurs besoins sur la personne autiste. J'en dirai pas plus sur l'évaluation des besoins des proches parce que vous êtes déjà des spécialistes des personnes neurotypiques. Je vais maintenant parler des moyens d'aider la personne autiste quand l'utilisation des écrans c'est devenu nuisible pour elle. Je vais parler ici en fonction d'adolescents autistes, mais prenant en considération qu'il y a certains adultes autistes qui peuvent avoir besoin des mêmes informations et explications dont je vais parler. C'est important de normaliser les difficultés. Mais attention, je parle pas ici de nier les difficultés. Il y a une différence entre nier et normaliser. Vous devriez pas dire à une personne qui vit avec des déficiences des phrases comme on a tous des difficultés dans la vie. Bien sûr, la personne autiste, elle a aussi des difficultés dans la vie, mais la personne autiste a réellement plus de difficultés à surmonter que les autres, et ça doit jamais être nié. Il y a des générations d'autistes non diagnostiqués qui pourront vous confirmer que se faire dire toute ta vie que les autres aussi ont leurs difficultés. Tout ce que nous a apporté, c'est des sentiments de culpabilité, d'humiliation et la frustration de comment ça que moi je réussis pas à surmonter les difficultés de la vie comme tout le monde. Et aussi bien sûr une faible estime de soi, une faible confiance en soi. La peur de l'échec peut aussi expliquer en partie pourquoi une personne autiste passe trop de temps dans les environnements virtuels. Certains jeunes autistes ont été valorisés uniquement en fonction de leur intelligence. En partie parce qu'elles sont malhabiles physiquement. Donc elles peuvent pas être valorisées sur leur jeu de hockey. En partie aussi parce qu'elles sont malhabiles dans les interactions sociales et que la réussite dans toutes les sphères de la vie s'est dictée en grande partie par les habiletés sociales. Autant à l'école, qu'au travail, qu'en amitié, qu'en amour et même dans les loisirs. Parfois aussi, le parent va survaloriser l'intelligence de son jeune parce qu'il n'accepte pas que son enfant ait des déficits. Et donc, il va s'intéresser seulement à ses forces.
Les jeunes autistes qui ont grandi dans ce climat-là peuvent avoir développé une peur de l'échec dans le monde réel. Le monde naturel, c'est chaotique, je l'ai dit tantôt, et le risque d'échec y est élevé et bien réel. Alors ces jeunes-là ont peur d'être jugés stupides s'ils échouent ou s'ils se trompent. Et donc, ils perdraient la seule valeur qu'ils ont pour leurs proches, leur intelligence. Si je suis stupide, je ne suis plus intelligent. Et donc, c'est important de normaliser la peur de l'échec si elle est présente et d'expliquer comment on peut diminuer la peur. Par exemple, ça peut être nécessaire d'expliquer à la personne autiste pourquoi son parent a survalorisé son intelligence. Ça a aidé beaucoup de personnes autistes de comprendre pourquoi et à quel point c'est difficile pour un parent d'avoir un enfant qui est pas considéré normal et valide. Expliquer aussi aux jeunes que dans bien d'autres familles ou milieux, l'expérience et la compétence sont plus valorisées que l'intelligence. Ça donne une nouvelle perspective qui permet de se tromper et d'échouer. Parce que maintenant, ça fait partie du processus d'apprentissage, d'acquisition, d'expérience et de compétences. Moi, j'ai appris ça très tard dans la vie, malheureusement. Pour lui donner l'opportunité de se construire une meilleure estime de soi, il faut en parallèle favoriser dans le monde réel des situations où les chances de réussite de la personne autiste sont au moins égales à celles de ses pairs. Il faut ensuite expliquer que quand on est dans une situation d'incapacité ou de limitation, c'est attendu qu'on ne pourra pas atteindre le même niveau de réussite que ses pairs et que c'est correct que les humains aient des forces et des faiblesses variées. Bien sûr, encore faut-il que vous y croyez. Le parent ou l'intervenant doit avoir des attentes réalistes et il doit accepter que la personne autiste, elle va toujours rester en situation de handicap. Il faut accepter que la personne a des limitations qui vont empêcher totalement ou qui vont limiter fortement sa capacité à réussir certaines choses. Il faut accepter que certaines choses pourront être réussies seulement à un coût déraisonnable et totalement disproportionné par rapport à ses pairs, autant pour sa santé physique que sa santé mentale. Et ça même avec des décennies d'expérience, des accommodements puis du soutien. Rédiger une liste avec la personne autiste et ses proches des principaux irritants, c'est-à-dire les sujets de désaccord entre eux, et aidez-les à trouver des moyens de diminuer les irritants. Oui, il va falloir faire des compromis. Mais attention, ça pourra pas toujours être la personne autiste qui fasse les compromis. Je m'explique. Le proche peut pas exiger que la personne autiste fasse quelque chose qui est impossible vu ses déficits. Ou exiger que la personne autiste endure des choses souffrantes, par exemple une surcharge sensorielle. Ou exiger que la personne autiste endure des choses qui sont épuisantes au point que ça compromet sa santé. Et ça, c'est souvent le cas pour les choses qui interfèrent avec nos déficits cognitifs ou avec nos anomalies sensorielles. Ou exiger que la personne autiste ait une compréhension qui dépasse son niveau développemental. Dans tous ces cas-là, c'est le proche qui va devoir faire un compromis. En tout cas, s'il se préoccupe du bien-être de la personne autiste. Sinon, comment voulez-vous que la personne autiste ait envie d'une relation qui va lui causer de la souffrance, de l'épuisement, qui va miner sa santé physique et sa santé mentale? Bien sûr qu'elle n'aura pas envie. Souvent aussi, mes amis autistes, ils vont répondre à un proche que la situation qu'ils décrivent est un non-problème. Ça veut dire que le proche essaie d'obliger la personne autiste à accomplir quelque chose qui est en fait absolument pas nécessaire. Un exemple d'irritant fréquent, c'est l'hygiène. Bien sûr, ça prend un minimum d'hygiène pour les odeurs puis la santé, mais parfois les gens ont des croyances erronées quant à ce qui est vraiment nécessaire. J'ai fait un outil clinique à ce sujet-là qui est disponible gratuitement sur Internet. Bref, repensez vos priorités et la nécessité de se conformer à tout prix aux attentes à la normalité. C'est vraiment très important d'expliquer à un jeune autiste que son parent, il est pas méchant. Il est juste dans l'ignorance. Je m'explique. Expliquez aux jeunes que le parent n'y arrive pas à s'imaginer comment la réalité est pour une personne autiste. Le jeune autiste, ça se peut qu'il a conclu que son parent, il fait preuve de mauvaise volonté ou carrément de méchanceté envers lui. Il peut croire que ses parents, ils ont aucun respect pour ses souffrances et ses difficultés, par exemple quand il l'oblige à endurer des choses insupportables. Expliquez aux jeunes aussi que l'incompréhension fondamentale de la réalité d'être autiste,
ça peut avoir entraîné l'attribution d'intentions erronées. Et si c'est arrivé, c'est souhaitable que les parents jeunes en discutent et idéalement avec un médiateur. Discutez aussi avec le jeune des situations dans lesquelles lui-même il a fait preuve d'incompréhension des besoins des autres et que c'était pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il était dans l'ignorance. Ça se peut que le jeune soit aveugle à son propre aveuglement, comme beaucoup de personnes de tous les neurotypes. Éclairer le jeune, tout le monde va y gagner. Mais n'exigez jamais du jeune plus que ce que vous exigeriez de ses parents ou professeurs ou intervenants. Parce que, après tout, c'est le jeune qui est censé avoir des déficits, pas les adultes de son entourage. À moins qu'il soit aussi autiste. Je rêve du jour où vivre dans l'environnement terrestre serait une chose agréable. Mais pour le moment, si on me donnait un environnement tolérable, ça serait déjà une nette amélioration. L'exposition à la surcharge sensorielle ne va pas faire disparaître l'hypersensibilité. C'est un mythe. Tout ce que ça va faire, c'est vous faire perdre la confiance du jeune autiste parce qu'il va vous assimiler à un bourreau qui aime ça le torturer. Bien sûr que le jeune, il va peut-être cacher sa détresse parce qu'il va espérer que vous cessez de le torturer, mais il deviendra pas moins sensible. J'ai 45 ans. 45 années d'exposition forcée parce que personne croyait à la réalité de mes hypersensibilités. Ça m'a pas désensibilisé. Et au contraire, mon niveau de tolérance il a diminué en vieillissant à cause de la fatigue chronique qui est engendrée par la surcharge sensorielle en continu. Avant de pouvoir intervenir sur les anomalies sensorielles, il faut d'abord évaluer lesquelles sont présentes chez la personne. Et j'ai été témoin de nombreux cas où les intervenants n'y avaient pas décelé une anomalie sensorielle qui a pourtant été observée rapidement par un adulte autiste à qui on a demandé d'observer l'enfant. Alors, je rêve du jour où chaque parent neurotypique qui a un enfant autiste aurait la chance d'être en contact avec au moins un adulte autiste. Finalement, assurez-vous que les recommandations de l'ergothérapeute sont respectées dans tous les milieux que la personne autiste fréquente. J'ai vu souvent des écoles qui disent qu'ils ne croient tout simplement pas aux anomalies sensorielles et qui n'appliquent pas les recommandations. Il n'existe pas de médicament qui guérit l'autisme parce que l'autisme, c'est pas une maladie, c'est une condition. Mais il y a des situations où la médication, ça s'avère utile. Par exemple, si l'anxiété est débilitante puis que ça nuit considérablement à l'acquisition d'habiletés, de connaissances ou même juste au fonctionnement quotidien, ça prend la médication. Ou si les ruminations sont incessantes et envahissantes, au point que la personne elle a aucun espace mental pour d'autres choses puis même elle s'enfonce vers la dépression. Ou si un médicament peut rendre l'environnement tolérable au niveau sensoriel. Moi, j'en ai trouvé un qui m'aide. La psychothérapie, c'est beaucoup sous-utilisé avec les personnes autistes, à mon avis. Bien sûr qu'il y a certaines personnes autistes qui n'ont pas encore développé l'introspection et l'autocritique. Mais il y en a beaucoup de personnes autistes qui ont atteint des stades de développement suffisants puis qui ont développé ces capacités-là. Puis pour celles qui les ont pas encore développées, vous pouvez les aider à y parvenir. Il y a toutes sortes de choses qui nous causent beaucoup de stress à cause de nos déficits cognitifs. Il y a entre autres les incongruences, les impossibilités, l'orientation dans le temps, l'orientation dans l'espace, les transitions. Mais il y a aussi tout l'aspect imprévisible et non structuré des interactions sociales puis des conversations. Alors, quand vous parlez avec votre client ou votre proche autiste, structurez la conversation d'une manière logique et utilisez une communication explicite et factuelle. Un point important pour aider la personne autiste, c'est de rendre le monde réel sécuritaire et sécurisant pour elle. Si le monde réel est plus sécurisant, la personne elle va avoir envie de passer plus de temps dans le monde réel. Les personnes autistes auraient besoin de formation à la psychologie neurotypique. Et là, je parle pas des les ateliers d'habileté sociale qu'on donne présentement dans les CRDI. JST. Les intervenants ne cessent de se plaindre que leurs clients autistes ne réussissent pas à généraliser les enseignements qu'ils ont eus pendant ces ateliers-là. C'est pourtant assez simple.
comment ils pourraient généraliser? Ils ont appris par cœur des actions à effectuer puis des règles à respecter dans telle situation précise. Par contre, qu'est-ce qui m'a fait faire des bons géants? C'est de lire des livres de psychologie. J'ai d'abord lu des livres destinés au grand public, par exemple, Les manipulateurs sont parmi nous. Après ça, j'ai lu des livres utilisés pour enseigner la psychologie aux intervenants. Et c'est en lisant à propos de la théorie de Freud que j'ai compris la notion d'ego et pourquoi les gens se fâchaient quand je répondais tout simplement à leurs questions comme est-ce que ma nouvelle coupe de cheveux est belle? C'est en lisant Carl Rogers que j'ai compris pourquoi tout le monde avait nié la possibilité de mes anomalies sensorielles. Comme disait Carl Rogers, le champ perpétuel d'un individu, c'est la réalité pour cet individu-là, et il peut pas s'imaginer que les autres ont une autre réalité. Et c'est en lisant sur les théories d'une vingtaine autres de psychologues que j'ai enfin commencé à comprendre les motivations des personnes neurotypiques. Avant de connaître l'existence des mécanismes de défense psychologique, quand je déclenchais les mécanismes des autres, je recevais leur réaction brusque comme une violence gratuite. Pourquoi ils réagissaient comme ça? J'avais aucune idée de pourquoi la personne se fâchait. Les personnes autistes auraient besoin de formation sur les concepts de base des théories de la psychologie neurotypique, de la communication neurotypique, du développement neurotypique, et ça dès l'enfance. Dès l'adolescence, elles auraient besoin de formation explicite et complète à propos des troubles de personnalité pour comprendre ces personnes-là et savoir comment interagir avec elles sans se retrouver dans des situations qui escaladent puis qui entraînent des conséquences sévères et durables comme perdre ton emploi parce que ton patron est narcissique ou te retrouver victime de violence conjugale parce que t'as pas su voir les signes avant-coureurs. Les personnes autistes ont besoin de cours de psychologie et de communication du même calibre qu'on donne dans les cégeps et les universités. Il y a seulement ce niveau de formation-là qui va leur permettre d'avoir assez de connaissances des mécanismes psychologiques pour pouvoir interpréter correctement les comportements des personnes neurotypiques, prédire leurs besoins, prédire leurs attentes, puis savoir comment y répondre, si elles souhaitent y répondre. La personne autiste a de la difficulté à comprendre en temps réel l'entièreté d'une interaction sociale. En particulier, on a de la misère avec les formes de communication non directes. Et ça a pour effet que nous sommes plus sujets à vivre une escalade de violence pendant une interaction avec une personne qui est pas capable de communiquer franchement. Et tout ça peut contribuer à renforcer la croyance que les relations interpersonnelles sont néfastes. Alors, pour les premières relations qui visent à sortir la personne du monde virtuel, s'il vous plaît, il faudrait éviter toute personne qui, pour une raison quelconque, utilise sans arrêt ces mécanismes de défense psychologique. Essayez plutôt de trouver un humain qui a une personnalité équilibrée, qui a une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi et aussi une bonne tolérance à l'étrangeté. C'est particulièrement important parce que, en plus, quand nous essayons de dénoncer un abus ou une violence que nous avons vécue, nos déficits cognitifs puis nos autres caractéristiques font en sorte que nous sommes pas curieux. Malheureusement, un parent qui est trop enlisé dans sa souffrance que son fils ou sa fille soit pas la concrétisation de son rêve d'enfant normal, c'est probablement pas le candidat idéal pour une première relation dans le monde réel. Et je sais que c'est cru, mais c'est la réalité puis je vais m'expliquer. Ce parent qui est très souffrant, il renvoie sans arrêt à son jeune que le jeune ne répond pas à ses besoins de parent et que le jeune lui cause de la détresse. Alors, comment le jeune pourrait être encouragé à interagir avec les humains dans le monde réel si chaque interaction avec l'humain qui est supposé l'aimer de manière inconditionnelle, chaque interaction lui reflète qu'il n'est pas suffisant, qu'il est pas correct, qu'il est source de souffrance pour son parent, puis même qu'il devrait pas exister. En plus, quand la personne autiste, elle constate qu'elle cause de la détresse à ses proches, simplement par son existence, mais elle se sent une affreuse personne, puis, croyez-moi, elle veut cesser de causer cette souffrance à ses proches. Et la seule façon d'y arriver, c'est de plus interagir avec ses proches, puisque chaque interaction leur cause de la détresse.
ou pire, ne plus exister vu que simplement le fait qu'on existe, ça leur cause la détresse. C'est pas très surprenant que le taux de suicide soit beaucoup plus élevé que dans la population générale. Un moyen efficace de réduire le niveau global de stress, c'est d'éliminer les situations stressantes non nécessaires. Consultez les adultes autistes, ils ont écrit plein de livres, des blogs, des vlogs, des conférences, puis j'ai mis littéralement des centaines de liens vers des ressources dans mon livre L'adulte autiste qui est disponible gratuitement sur le site web archive.org. Rendre le monde réel plus prédictible, ça peut contribuer à baisser le niveau de stress de la personne autiste, ce qui va favoriser un abaissement de ses mécanismes de défense et donc ça va lui donner plus de disponibilité mentale et affective pour participer à des interactions sociales. Je vous encourage fortement à poser des questions aux adultes autistes sur les groupes Facebook. Par exemple, il y a un excellent groupe qui s'appelle Ask Autistic Adults, Resource for Parents of Autistics, et il y a 35 000 membres de partout sur la planète dans ce groupe-là. Il y a 4 niveaux sur lesquels on peut agir pour rendre le monde réel plus prédictible. Voici les grandes lignes. Premièrement, au niveau sensoriel. Pensez à limiter les sources de surcharge sensorielle et à pallier aux anomalies sensorielles. Deuxièmement, au niveau social. Cessez d'insister sur des relations spontanées. La personne autiste, c'est pas compatible avec son style de pensée et ses déficits cognitifs. Acceptez que la personne, elle va utiliser des scripts d'interaction, puis vous-même, faites un effort pour être prévisible dans vos interactions avec la personne autiste. Troisièmement, au niveau cognitif. Acceptez que la personne autiste, elle a besoin d'horaires, de séquences, de routines, et ça même pour les personnes autistes qui sont pas capables d'écrire elles-mêmes puis de les utiliser sans votre soutien. Expliquez le fonctionnement du monde d'une manière concrète, logique, utilisez des schémas puis d'autres éléments visuels pour expliquer. Quatrièmement, au niveau de la communication. N'hésitez pas à recourir aux formes de communication alternatives et augmentatives. Utilisez-les vous-même, ces formes de communication. Ça va montrer par l'exemple à la personne autiste que toute forme de communication, c'est valide. Et aussi, nommez donc clairement vos besoins, vos attentes, vos intentions. En conclusion, je veux rappeler que le champ perceptuel des personnes autistes est fortement teinté par nos anomalies de perception sensorielle, notre style de pensée concret, notre perception en détail et aussi nos déficits cognitifs. Nos plus nombreuses expériences de vie négatives, l'exclusion, la violence, les abus que nous subissons, tout ça, ça forge notre conception de la réalité. Alors tenez-en compte quand vous intervenez avec nous. Merci d'avoir écouté ma conférence et merci au RNE-TSA de s'intéresser à la réalité vécue par les personnes autistes.